Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien Pilote, je suis cinéaste et je serai membre du jury au prochain festival d'Angoulême. Et je suis aussi le réalisateur du film Maria Chapdelaine que j'aurai la chance et le privilège de présenter au public du festival. Alors, Maria Chapdelaine, c'est la quatrième adaptation du roman de Louis Hémon. Le film a déjà été adapté, le roman a déjà été adapté par Julien Duvivier dans les années 30 avec Jean Gabin, Madeleine Renaud dans les rôles titres. Ensuite, dans les années 50, avec Michel Morgan, par Marc Allégret. Ensuite, au début des années 80, par Gilles Carle, un premier film québécois. Et là, c'est ça, c'est moi qui a décidé de reprendre ce roman-là. C'est un roman, écoutez, c'est quelque chose, c'est un peu l'histoire de ma famille, de ma mère, de mes grands-parents. Moi, j'habite exactement la région, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'y habite toujours. Et c'est vraiment c'est l'histoire de ma région. Donc, ça se passe en 1900, autour de 1910. C'est une famille de colons qui essayent de défricher une terre dans le nord du lac Saint-Jean, tout près de la rivière Péribonka. C'est un roman qui était très, très, très célèbre, qui a mis au monde un peu les éditions Grasset, si on veut, parce que bon, c'est un grand succès d'édition. C'est un roman qui a été édité par plusieurs éditeurs, qui a été fait en bande dessinée, donc plusieurs films. Et c'est ça, on peut se demander pourquoi faire un quatrième film. Et je disais un peu à la blague souvent que s'il y avait eu 10 films adaptés du roman de Louis Hémon, j'aurais souhaité faire le 11e. Euh, il me semblait qu'avec cette histoire-là, qui est à la fois très simple et très profonde, il me semblait que je pouvais exprimer des idées, des concepts, pouvoir mettre mes propres images dans ce roman-là. Voilà. Lorsque j'ai eu l'idée d'adapter à nouveau Maria Chapdelaine, c'est vraiment à la suite, c'est après mes deux premiers films, donc après le film Le Vendeur et le film Le Démantèlement, qui racontait l'histoire d'un homme qui est un éleveur d'agneaux et qui décide de démanteler la ferme familiale. Pour aider, oui, pour aider ses filles. En fait, une de ses filles qui a besoin qui a besoin d'argent. C'est un peu l'histoire, c'est une manière de revisiter un peu l'histoire du père Goriot, dans le fond, ou du roi Lear. Et donc, c'est vraiment juste avant le tournage de mon deuxième long métrage, le démantèlement, j'étais tombé par hasard sur le roman de Louis Hémon, que je connaissais assez bien, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Et pour moi, c'était un peu comme une espèce de prequel, un film qui viendrait avant, c'est 100 ans avant, c'est avant de démanteler ces terres-là, comment on les a défrichées, comment on les a mis au monde. Et ça me paraissait être comme une continuité de mes deux premiers longs métrages. Mais le film était plus long, je dirais, à financer, plus long à écrire. Et donc, j'ai eu le temps d'intercaler, de faire une espèce de side project, un autre film qui est un peu différent de mes trois autres films, dans le fond, qui est le film La bête noire de ma filmographie, qui s'appelle La disparition des Lucioles, qui est un film, je dirais, plus pop. Je voulais un film qui sonne. J'aimais l'idée d'un film qui sonne un peu plus comme une chanson populaire plutôt que je ne sais pas, un orchestre de chambre. Alors, donc, c'est ça. Normalement, ça aurait dû être mon troisième long métrage, Maria Chapdelaine. Et effectivement, il est en continuité avec le démantèlement. On a tourné sur 2 saisons, donc 2 blocs de tournage. Le premier bloc à l'hiver, au mois de mars-avril. Euh, la pandémie est arrivée, on ne connaissait pas, j'avais jamais entendu parler de ce virus-là, et c'est arrivé au beau milieu du tournage, donc pendant le premier bloc d'hiver. On a pris une pause pour une partie, bon, le printemps et l'été, et on est revenu à l'été pour tourner la suite du film, dans le fond. On a joué avec les saisons, donc c'est essentiellement J'aimais l'idée parce qu'on parle beaucoup du printemps dans le film, mais on ne le voit pratiquement jamais. On voit l'hiver, la fin de l'hiver, puis ensuite c'est l'été. J'aime beaucoup comme ça jouer avec les choses qu'on ne montre pas au cinéma. Parfois, sont d'autant plus présentes que si on les montrait. Et donc, le printemps est quelque chose qu'on promet constamment dans le film. François Paradis promet de revenir au printemps. Maria Chapdelaine va promettre de se marier le printemps suivant ce printemps-ci. Donc c'est ça. Les saisons, c'est vraiment, on a tourné sur 2 saisons. Parce que bon, c'est très, très. J'aurais aimé tourner pendant 2 ans, tourner pendant plusieurs saisons, montrer le temps qui passe. Mais c'était pas possible. Mais c'est ça. Non, pour moi, c'est important de montrer les saisons qui changent aussi parce que
pour moi, contrairement à ce qu'on dit, ici au Québec, on a une manière, on dit souvent, on utilise souvent ce roman-là ou certaines phrases du roman pour parler d'un Québec qui est figé, conservateur, peut-être parfois rétrograde. Et pour moi, il me semble que c'est notre lecture, c'est notre manière de lire ce roman-là qui est figé. On parle beaucoup plus de ce qu'on a entendu dire du roman que d'en faire une lecture nouvelle. Et pour moi, évidemment, c'est ça, d'adapter un film, c'est d'en faire une nouvelle lecture. Et pour moi, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout le roman de ce qui est figé, de ce qui n'évolue pas, ce qui ne change pas. C'est un roman de métamorphose. Tous les personnages se métamorphosent dans le film. Les saisons changent. Bon, l'hiver devient le printemps, l'été. Les personnages se transforment. La mère, Maria Chapdelaine devient un peu comme la figure de la mère. François Paradis devient une espèce de fantôme en disparaissant dans la forêt. Donc, pour moi, c'est vraiment un roman de la métamorphose et c'est ça que je voulais montrer. Et malgré tout ça, les gens continuent de lire la même chose, disent oh non, on utilise beaucoup ce roman-là pour parler de ce qui ne change pas. Et évidemment, parce que le roman, Louis Aymon était quelqu'un de très, je dirais, très libre, très progressiste. Il fuyait la famille, la petite bourgeoisie, c'était un aventurier. Il a écrit Monsieur Ripois, qui est complètement différent de Maria Chapdelaine. Et pourtant, Louis Aymon et son roman ont beaucoup été récupérés par une certaine droite conservatrice, religieuse. Je voulais faire, je disais un peu à la blague, j'aimerais faire mon espèce d'Apocalypse Nord, de faire un film qui est, comment dire, plus ambitieux, qui est plus difficile, avec, évidemment, on avait beaucoup de contraintes, là. J'avais beaucoup d'acteurs, des enfants sur le plateau, j'avais les animaux, j'avais les mouches, les moustiques. J'avais les saisons, trop de neige lorsqu'on ne veut pas beaucoup de neige, pas assez lorsqu'on en veut, la grosse chaleur en été. Fait que oui, le tournage a été un peu une espèce de reproduction des conditions de l'époque. Mais je pense et j'ose croire et j'espère que de faire un film, c'est encore beaucoup plus facile que la vie de ces gens-là, de ces paysans-là, au début du siècle, ici au Québec, dans le nord du Québec, où les moustiques, le froid, c'était vraiment un pays de survivance. Hein. Il fallait hiverner dans les maisons, survivre, pouvoir espérer, pouvoir cultiver pendant l'été. Donc, c'était vraiment des conditions difficiles et j'espère que le cinéma est un peu moins difficile. C'est un roman qui a été récupéré. On lui a fait dire ce qu'on souhaitait qu'il dise. Je ne sais pas à partir de quel moment, mais c'est ça, on s'est mis à voir, on s'est mis à oublier que Louis Aymon avait fait des portraits, pas des modèles. Et on s'est mis à prendre, il y a des gens qui ont voulu que ces personnages-là deviennent des espèces de modèles, alors que c'était simplement des portraits. Ça, c'était essentiel pour moi de revenir à ça. Et il y a beaucoup d'ambiguïté dans le roman parce que c'est un roman qui ouvre avec la fameuse phrase « ite missa est », qui veut dire « bon, la messe est dite », et qui est devenu un peu par extension une formule du fatalisme par excellence, alors que « ite missa est », ça veut dire aussi en latin, directement, ça veut dire aller en mission. Donc, c'est tout le contraire, ça ne veut pas dire ne plus rien à faire, ça veut dire tout est à faire. Donc, c'est des thèmes que j'aime, comme le thème du devoir, qui est intimement lié à la notion de liberté, par exemple, parce que ça prend un individu, quelqu'un d'entièrement libre pour faire son devoir. Aujourd'hui, on s'est mis à considérer, surtout quand on parle de conditions féminines et de devoir, on pense que le devoir, c'est la contrainte de l'extérieur, la contrainte de la société, de la famille, alors que le devoir, pour moi, c'est vraiment de la contrainte de l'intérieur, notre voix intérieure qui nous dit je pense que ce serait mieux si je faisais ça ou si je prenais cette décision. Mais effectivement, Maria Chapdelaine, c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille, d'une enfant qui devient en l'espace d'une année une femme qui prend un peu la place de sa mère en quelque sorte. Et c'est des thèmes que j'avais abordés un peu dans tous mes films finalement, en tout cas surtout dans le démantèlement. Ou est-ce qu'il était question de transmission, de perte de transmission? Sarah Monpetit, on l'a trouvé, c'est vraiment un casting sauvage. Là. On a fait un appel à tous, on a reçu plus de 1200 candidatures, donc de gens de non-professionnels ou de gens qui avaient un petit peu d'expérience, ou des gens qui croyaient pouvoir incarner Maria Chapdelaine aujourd'hui. Toutes sortes de propositions. Et vraiment, là, avec mes directeurs de casting, ils ont épuré ça. Ils m'ont présenté peut-être une cinquantaine de jeunes filles.
que j'ai vu en audition avec toutes les actrices établies, les actrices connues soit à la télévision, au théâtre ou au cinéma au Québec. Et c'est vraiment Sarah Monpetit qui s'est démarquée dès le départ. Pour moi, une belle anecdote, lorsque j'ai vu Sarah en audition pour la première fois, le processus a duré quand même 1 an, parce que c'est bon, c'est le financement du film et tout. Donc, j'ai eu du temps pour pouvoir trouver mes acteurs. Et Sarah Monpetit, lorsque je l'ai vue, pour moi, c'était un coup de cœur. J'avais l'impression que c'était réellement une actrice de cinéma avec une intériorité, avec un port de tête. Ses parents sont professeurs de danse, de tango. Et j'aimais beaucoup le port de tête, sa manière de se tenir, qui sont des grandes, souvent on n'en parle pas peu, mais pour moi, c'est des belles qualités pour jouer au cinéma. Je voulais aller chercher chez elle, en tout cas travailler avec elle avec une espèce de méthode un peu plus bressonienne, je dirais, mais l'entourer d'acteurs beaucoup plus établis qui ont fait beaucoup de théâtre, donc des acteurs, je dirais plus d'acteurs studio. Donc, pour moi, c'était important parce que c'est vraiment le personnage central, c'est le centre de gravité du film. Et c'est le personnage qui parle très peu, alors que les autres parlent beaucoup, mais en disent peut-être parfois moins, parce que Maria Chapdelaine s'exprime beaucoup par la nature, par le cadrage, par qu'est-ce qu'on voit dans le cadre. Et pour moi, donc, c'était une occasion idéale d'aller chercher quelqu'un qui avait moins d'expérience. Maintenant, bon, Sarah a enchaîné, a fait tout de suite un nouveau film. Elle joue dans le film de Charlotte Lebon, qui a été présenté à Cannes. Mais Sarah, lorsque je l'ai vue la première fois, je suis sorti de l'audition l'avant-midi, puis je suis allé prendre un café dans un café juste à côté des studios. Et je suis tombé, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir devant moi par hasard, et c'était Carole Laure qui était la dernière Maria Chapdelaine. Et je rencontrais en fait, jamais Carole Laure au Québec ou à Montréal. Et là, je tombe sur elle par hasard, juste après, quelques minutes après avoir rencontré ma Maria, ce qui était un peu, bon, je ne crois pas au destin, ces choses-là, mais je trouvais ça quand même très étonnant. Et je suis allé voir Carole pour lui dire que je venais de rencontrer la prochaine Maria Chapdelaine, alors que le processus venait juste de s'enclencher. Donc, j'étais assez convaincu. Bien sûr, il y a des gens qui ont dit, ah, on a déjà vu, pourquoi refaire une vieille histoire, c'est réchauffé. Évidemment, je m'attendais à ce genre de truc-là, mais pour moi, je veux dire, c'est tellement la dictature des sujets ou la dictature des thèmes. Je pense qu'un sujet peut être revisité un millier de fois. C'est toujours les mêmes histoires finalement qu'on se raconte, là. Une dizaine d'histoires qu'on remanie, on change les personnages, les acteurs. Mais pour moi, oui, il y a des gens qui n'ont même pas voulu voir le film parce qu'ils se sont dit j'ai déjà vu l'histoire, et il y a des gens qui oublient que le cinéma peut raconter autre chose, que souvent même le cinéma, qu'un film peut dire exactement le contraire de ce que l'histoire raconte. Et c'est ce que j'ai voulu. D'ailleurs, c'est ce que je souhaitais beaucoup faire avec Maria Chapdelaine, c'est de créer des ambiguïtés et pour pouvoir venir casser justement ce qui était fixe dans notre idée de lire ce roman-là. Le film a connu un beau succès en salle, malgré le fait qu'il est sorti, on était à 50% des capacités à cause de la pandémie. On était le premier film québécois, un film plus important en termes de sortie, à sortir, à prendre l'affiche avec les dunes et tout ça. Fait que c'était une période qui n'était pas évidente, on avait un peu perdu nos repères en termes ne serait-ce que de festival. Le Festival de Toronto qui a présenté le film en première était en version hybride, donc les gens ont vu, j'imagine, le film sur leur ordinateur. Ce qui est un peu dommage parce que le film, on l'a tourné en large format, donc en l'équivalent de 70 mm. On l'a tourné en 6K, donc le film était même possiblement, on pouvait l'exploiter en 4K. Et donc, c'est un film qui a de l'ampleur et que je voulais qu'on puisse voir sur grand écran. Évidemment, c'est un peu une tristesse pour moi de savoir que les gens allaient le découvrir parfois sur leur ordinateur. Et là, je suis très, très contente de pouvoir le présenter en France pour une première fois et de le montrer sur grand écran parce que franchement, ce n'est pas le même film. Et pour moi, c'est encore important. Je crois encore beaucoup au grand écran et au fait qu'on puisse voir des films rassembler des gens, créer un événement et tout ça. Fait que je suis très, très content d'aller pouvoir vous le présenter. Au Québec, on l'a inscrit dans le corpus de la littérature québécoise, mais c'est vraiment un roman français. Louis Aymon a passé quelques mois au Québec seulement, ce qui est assez fascinant d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment il a réussi à faire, mais lorsque je lis Louis Aymon, j'ai vraiment l'impression d'entendre mes oncles, mes grands-parents. Je connais ces personnages-là par cœur.
comment un Français peut arriver à faire une espèce de portrait comme ça, aussi juste, que ce soit dans les détails, mais aussi dans l'espèce de big picture. Euh, et donc, c'est ça. Et j'aime pouvoir rappeler aux gens que c'est vraiment un roman français, c'est pas du tout un roman québécois. À 20 ans, j'ai fondé mon propre festival avec un ami qui s'appelle Regard sur le court-métrage. Regard, en fait, c'est un festival de court-métrage au Saguenay, donc peut-être le plus important festival en Amérique du Nord, notre petit Clermont-Ferrand finalement. Et donc, j'ai gravité autour du monde des festivals, fait de la programmation. Donc oui, je crois à l'événementiel et j'étais très heureux de voir, comme par exemple l'année passée, de voir le festival d'Angoulême reprendre de recommencer en présentiel, c'est un nouveau mot, là, mais en événementiel. Et ça, pour moi, oui, les festivals, c'est essentiel. J'ai fait beaucoup de festivals avec mes premiers films. Étrangement, peut-être mon désir d'aller vers un cinéma, je dirais, je suis très, très attiré vers le classicisme, dans le bon sens du terme, mais vraiment le cinéma classique, que ce soit américain ou français, mais vraiment le cinéma des Raoul Walsh, Billy Wilder, John Ford m'attire beaucoup. Et à la fois par une forme de simplicité et de code. Pour moi, c'est un peu comme faire du cinéma de genre. Peut-être que le classicisme qui m'attire parfois peut rebuter certains festivals, mais j'ai voyagé beaucoup grâce à mes films. Et souvent, mes films peut-être étaient plus vus dans les festivals qu'en salle ici au Québec, par exemple. Dans le cas de Maria Chapdelaine, c'est exactement le contraire, parce que, bon, avec la pandémie et tout, le film a été vu quand même beaucoup en salle ici au Québec, essentiellement. C'était la carrière du film et très peu en festival. Mais je pense que c'est beaucoup dû aussi à la nature du film qui a une sonorité, qui a un aspect plus classique, je dirais. Pour moi, c'est vraiment un cadeau, hein, c'est que de pouvoir d'être invité à prendre place devant des films, de voir 2, 3 films par jour. C'est très enivrant de pouvoir suivre un groupe de personnes avec qui on voit les films ensemble, de pouvoir en discuter. J'aime penser que lorsqu'on discute d'un film, c'est un peu comme de mettre de la viande autour de l'os. C'est un peu. C'est de l'enrichir, le film, c'est de l'approfondir, c'est de le creuser, c'est de le confronter. Et en même temps, j'ai le goût d'être très généreux, d'être exigeant et généreux, c'est ça. Et pour moi, non, c'est ça, j'aime beaucoup parce que parfois, surtout pendant la pandémie, j'ai vu beaucoup moins de films, ben, comme tout le monde. Hein. On a vu des séries, on a fait du streaming et notre présence en salle était plus difficile, disons. Et il y a beaucoup de rattrapage. J'ai été jury sur le Festival de Cinémania à Montréal à l'automne dernier et ça me fait du bien de rattraper comme ça des films qui avaient été à Cannes, qui étaient à Angoulême. Euh, c'est des occasions que souvent on ne s'autorise peu dans la vie ordinaire que de voir 3 films par jour. C'est quelque chose que je faisais constamment lorsque j'étais plus jeune. Je travaillais dans les clubs vidéo. Moi, c'était au moins 3 ou 4 films par jour que je voyais. Donc, des piles de cassettes, les boîtiers noirs, de cassettes de clubs vidéo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est pas, les films se contaminent, les films dialoguent ensemble. Et non, c'est ça. Pour moi, c'est un cadeau. Et je vais faire ça d'une manière très, comment dire, j'ai le goût d'être là d'une manière très sérieuse, donc, mais en même temps de prendre du plaisir. Je suis très impressionné. J'ai très hâte de rencontrer M. Dussolier. Évidemment, c'est un acteur qu'on connaît ici au Québec, que je vois au grand écran ou sur les petits, justement, vidéos et tout ça, que j'ai vu dans beaucoup, beaucoup de films, évidemment. Je pense évidemment à Alain René, mais des films plus populaires aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai hâte de rencontrer. J'ai l'impression qu'il prend aussi son travail très au sérieux. Et franchement, c'est un privilège et c'est un honneur d'être sur le jury avec lui. Pour moi, pour un Québécois, moi, j'habite le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est à 99% francophone au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas du tout anglais ici dans ma région, même si le bilinguisme existe, vous savez, au Canada et tout ça. Mais pour moi, la francophonie, c'est évidemment, pour un Québécois, c'est vraiment, c'est lié à une notion, je dirais, de survie. Je pense que c'est sûrement différent pour un paquet de francophones à travers le monde, mais pour nous, pour le Québec, on est entouré
On est dans une mer d'anglophones, dans un pays anglophone, qui est le Canada, qui se dit bilingue, mais qui est essentiellement anglophone. Et avec les États-Unis aussi, même culturellement, évidemment, on a accès, on fait partie des États-Unis au niveau du marché. Donc, lorsque les films français sont de plus en plus difficiles à trouver, de plus en plus rares depuis quelques années à cause du streaming, à cause des plateformes comme Apple TV et tout ça. C'est qu'on fait partie vraiment du marché anglophone américain. Souvent, on perd les films de cette manière-là. On ne peut pas les voir. Et pour moi, la francophonie, ben, c'est ça. Évidemment, pour moi, c'est un souhait et c'est important pour moi de continuer à faire des films avec des acteurs québécois dans ma langue, avec nos expressions, les particularités de la langue, le vocabulaire, l'accent, les accents aussi. Et c'est de cette manière-là que j'ai l'impression que j'arrive le mieux à m'exprimer de manière plus personnelle, avec toutes les couleurs de la langue. Mais oui, c'est ça. La francophonie, évidemment, pour moi, est liée à une notion, je dirais, de survivance, de défense aussi. Même si on est des millions à parler la langue française, j'ai toujours l'impression qu'elle est fragile et en voie qu'il y a un risque qu'elle puisse disparaître. Lorsqu'on voit à Montréal ce qui se passe, par exemple, Montréal est une ville où est-ce que justement l'influence du français a tendance à diminuer. Et il ne faut pas c'est ça, il y a comme un combat continuel qu'il ne faut pas abandonner.